D'avoir accepté l'invitation de Congo Challenge. C'est pour justement la présentation de la revue Congo Challenge qui est déjà disponible. On a tous suivi le spot, donc le volume 2, numéro 2 de décembre 2020. Une brève cérémonie avec juste deux présentations. Avant tout, le DG du Congo Challenge, Michel-Ange Lokota, qui fera son mot d'introduction. Et puis l'économie de la revue. Donc la revue Congo Challenge vous sera faite par l'éditeur responsable, le professeur Matata Pognol. Je tenais aussi à rappeler que Congo Challenge a plusieurs publications, et nous avons appris à connaître notamment le mensuel, la revue trimestrielle, mais également le bulletin quadrimestriel. Et pour l'instant, je vais donc inviter respectueusement le DG du Congo Challenge, Michel-Ange Lokota, pour son mot d'introduction. Bonjour à tous, chers journalistes. On vous remercie au nom de Congo Challenge. Nous vous remercions de votre présence pour cette présentation du volume 2, numéro 2, de la revue Congo Challenge. Cette revue à caractère hautement scientifique, c'est donc la 4e publication. Et dans cette 4e publication, nous avons 5 articles qui sont présents. Le premier, c'est Leadership et changement institutionnel, qui a été rédigé par le professeur Matata Pognol et le PhD candidate Jean-Paul Sassa. Le deuxième, c'est Marché des valeurs du trésor en RDC, bilan et perspectives, qui a été rédigé par le professeur Christian Senga, le professeur Jean-Baptiste Tangoma, ainsi que le jeune master Ishara Moussimoa, qui est d'ailleurs à nos côtés. Nous avons le 3e papier, Évidence sur les propriétés historiques de la dynamique macroéconomique en Afrique des Grands Lacs, qui a été écrit par le professeur François Kabouya Kalala, Jean-Baptiste Tangoma ainsi que Jean-Paul Sassa. Nous avons l'écho, une émanation politique ou économique, c'est encore un papier du professeur Matata Pognol. Et enfin, nous avons Democratic Decentralization and Development de Roger Mierson. Je voudrais, avant que le professeur Matata puisse présenter certains de ses articles en profondeur, rappeler que dans chaque édition, nous présentons la ligne éditoriale qui donne toutes les conditions pour envoyer son papier à la direction de la revue Congo Challenge, et qu'aussi pour participer, donc, parce qu'il y a deux éditions par an, en juin et en décembre, donc pour pouvoir espérer avoir son papier dans l'édition de juin, il serait judicieux d'envoyer son manuscrit au plus tard le 28 février. Et pour pouvoir postuler à celui de décembre, il faudra envoyer son manuscrit au plus tard le 28 septembre. Voilà un peu pour la petite présentation, puisque Patty ici a rappelé toutes les éditions, toutes les publications de Congo Challenge, le mensuel, le quadrimestriel ainsi que le semestriel. Donc je ne vais pas revenir dessus. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le DG. On a compris aussi dans votre introduction, c'est des publications hautement scientifiques sur le plan économique qui présentent justement la situation économique de la République démocratique du Congo, de l'Afrique, du monde, mais également les perspectives. Et nous savons que le contexte actuel, depuis quelques mois, la plupart des publications font également allusion à la pandémie qui a frappé le monde, mais aussi à la situation économique de la République démocratique du Congo. Et c'est ainsi que j'invite directement, très respectueusement, le professeur Matata Pognol, qui est l'éditeur responsable de la revue Congo Challenge, pour faire justement l'économie de cette nouvelle publication. Bien, mesdames et messieurs les journalistes, on vous souhaite la bienvenue dans le bureau du Congo Challenge,
qui est un think tank économique, aujourd'hui à la dimension continentale, parce que Congo Challenge exerce déjà au-delà des frontières nationales. Et aujourd'hui, nous avons invité pour la publication du volume 2, numéro 2, de décembre 2020 des Congo Challenge, comme l'a dit le présentateur, qui est une publication des Congo Challenge, mais avec une hauteur scientifique très élevée. Aujourd'hui, la revue Congo Challenge, dans le domaine des sciences économiques, se trouve être, si pas l'unique revue scientifique à densité économique la plus élevée, ou alors l'une des premières revues scientifiques dans le domaine des sciences économiques. Et voilà pourquoi les critères des sélections des articles sont rigoureusement coursés, parce que nous pensons que le succès, la performance, la réussite est fonction de la rigueur et de la profondeur des actions qu'on pose pour scruter l'avenir. Je souhaiterais que le jeune économiste, comme vous le savez, Congo Challenge a pour mission de bâtir les fondations du demain, et donc nous avons de jeunes économistes brillants que nous recrutons ici, parce que la seule tribu que nous avons ici à Congo Challenge, c'est la tribu de compétences. Il ne faut pas me demander là où elle est localisée, dans quelle province, mais c'est la seule tribu que nous avons, et nous avons donc un jeune brillant qui a participé à un des articles phares. Vous le savez, Congo Challenge a prédit depuis sa création que le marché de bons du trésor, c'est un marché qui ne réussira pas. Aujourd'hui, les faits nous donnent raison. Parce que, effectivement, quand on regarde la dernière souscription qu'il y a eu, il n'y a pratiquement pas eu de souscription. Voilà, donc je vais donner, avant de revenir en long et en large, je vais donner la parole à l'économiste Ishara Moussima, de donner en 5 minutes la quintessence de cet article auquel il a participé, intitulé « Marché des valeurs du trésor en RDC, bilan et perspective ». Beaucoup, professeur, pour la parole. Pour ce qui concerne notre article, il est intitulé « Marché intérieur des valeurs du trésor en RDC, bilan et perspective ». En fait, la motivation qui nous a conduit à écrire cet article, c'était d'abord l'inauguration du marché des trésors encore en RDC depuis octobre 2019. Alors, on s'était dit, après une année, il serait judicieux de faire une évaluation, de regarder les bilans et aussi essayer de faire des perspectives pour ce qui concerne ce marché de valeurs trésors en RDC. Alors, nous sommes basés sur l'expérience des pays africains. Donc, nous avons regardé les autres pays d'Afrique qui ont aussi inauguré les marchés des bons trésors. Et peut-être depuis les années 90, nous avons évalué comment est-ce que ces pays ont pu faire fonctionner leur marché. En plus, nous avons essayé aussi de regarder l'aspect historique des bons trésors en RDC. Enfin, ce n'est pas ça la première fois qu'on parle de bons trésors en RDC. Depuis les années 90, encore, il y avait un marché de trésors. Et même si on essaie d'aller dans le passé lointain, on va voir que depuis l'époque coloniale encore, il y avait déjà les idées des bons trésors. Alors, comment est-ce que nous avons procédé? Nous avons procédé par évaluer chaque fois les indications qui étaient faites par le ministère des Finances. Ainsi, clairement, on regardait quels étaient les montants sollicités par le Trésor, quels étaient les montants qui étaient soumis par les agents économiques et à quel taux d'intérêt. Ainsi, avec ces résultats, avec ces données des indications, nous avons essayé aussi de comparer avec l'évolution de la situation macroéconomique du pays. C'est ainsi, après des analyses de ces données-là, durant une année d'existence du marché de bons trésors en RDC, nous sommes
retrouvé avec des résultats, des performances un peu mitigées en ce qui concerne ces marchés de bons trésors en RDC. Pourquoi mitigés? Parce qu'on s'est rendu compte qu'au début, les agents économiques étaient vraiment enthousiastes à souscrire à ces bons trésors, mais plus le temps passé, cet enthousiasme-là était en train de disparaître. Alors, on voulait savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Et avec un modèle économétrique, nous avons vu qu'avec l'incertitude qui était en train d'augmenter dans les pays, les gens étaient encore moins motivés à aller souscrire à ces bons trésors, mais aussi les peu de gens qui souscrivaient à ces bons trésors, c'était avec des taux d'intérêt très élevés. C'est ainsi que dans les temps, on va voir que les taux d'intérêt étaient en train d'augmenter. Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est plus de 20%, pendant que les taux directeurs se trouvent à 18%, ce qui montre déjà un problème sur le secteur réel. Mais aussi, on va voir que le nombre des agents économiques qui souscrivent à ces bons trésors est en train de diminuer, voire même disparaître, surtout pour ce qui concerne les bons du trésor de maturité de plus de 3 mois. C'est ainsi que nous avons fini notre article en donnant un peu de recommandations et de suggestions que les ministères des Finances ou les autorités peuvent faire pour tenter d'améliorer ce marché des bons trésors. Merci. Vous voyez que c'est un jeune brillant, n'est-ce pas? Alors, voilà, il faut l'applaudir. Voilà. C'est un jeune brillant, venu de l'université catholique de Bukavu. Vous avez 25 ans maintenant? Oui. Voilà. Et ça me rappelle toujours quand j'ai commencé à la Banque centrale, tout jeune, avec beaucoup de cheveux. Je n'avais que 24 ans. Mais voilà, je suis devenu Premier ministre de ce pays. Venant d'une famille très pauvre, elle a vu dans quelle maison, en paille, je suis né, n'est-ce pas? Tu n'as pas oublié? Mais voilà, il ne faut jamais oublier. Alors, chers amis, Congo Challenge fait son travail. Le progrès est fondé sur un leadership et une gouvernance de qualité. Et la science constitue notamment la lumière. C'est comme ça qu'on parle des siècles des lumières. Siècles qui ont connu des débats scientifiques élevés pour pouvoir éclairer la voie des pays développés. Un système de bons du trésor tel qu'il a été lancé, il avait un objectif. L'objectif, c'était de pouvoir contribuer au financement du besoin de financement du gouvernement. S'il y a un déficit, comment est-ce qu'on peut financer ce déficit de manière à ne pas créer des tensions inflationnistes sur le marché? Mais faut-il que les souscripteurs viennent? Et pour que les souscripteurs viennent, il faut qu'ils soient confiants. Et voilà, nous avons produit cet article et les conclusions sont telles que le système n'est pas efficace. Parce qu'aujourd'hui, la dernière souscription, bien qu'à 23,5% des taux d'intérêt, très peu de gens s'y sont intéressés. Et c'est ça le rôle de Congo Challenge, c'est d'appuyer la politique économique pour savoir est-ce que l'outil que nous sommes aujourd'hui, ceux qui gouvernent, pourront savoir si cet outil est efficace ou pas. Si nous ne l'avons pas fait, personne ne le saurait. Et vous, les journalistes, vous ne le saurez pas non plus parce qu'on vous parlera toujours des bons du trésor alors qu'en réalité, c'est un instrument inefficace. Ça, c'est très bien. L'autre article qui a été abordé dans cette revue, mesdames et messieurs les journalistes, vous avez entendu parler de la monnaie ECO en Afrique de l'Ouest.
dans la zone CEDEAO. Il y a un débat là-dessus. Un courant nationaliste qui demande à ce qu'on puisse changer le franc CFA, qui semble être une monnaie impérialiste imposée par la France aux pays de la zone. Et ce courant-là estime qu'on doit créer une monnaie authentique qui reflèterait le besoin de l'économie des pays de la sous-région. Et cette monnaie s'appellerait ECO. Le rôle des scientifiques, c'est quoi? C'est de savoir, est-ce que cette démarche, scientifiquement, elle est fondée? Voilà l'article, mesdames et messieurs de la presse, qui est le président du conseil d'administration des Congo Challenge a écrit pour pouvoir diagnostiquer ce processus et savoir si la création de cette monnaie répond aux fondamentaux de l'économie. D'où la question. L'éco, est-ce une monnaie d'émanation politique ou d'émanation économique? Je vois Faustin dont la tête s'est blanchie. Un économiste de la même université que moi. Malheureusement, la réponse est que l'éco est une émanation plutôt politique qu'économique. Tout simplement parce que une monnaie, mesdames et messieurs de la presse, est le reflet des convergences des différents secteurs d'une économie dans les différents pays. Quand vous regardez les pays de la CEDEAO, vous regardez que c'est une économie très peu intégrée. Tous ces pays qui sont dans la CEDEAO. Leurs économies sont très peu intégrées. Les réseaux routiers, les réseaux financiers. Le niveau de revenu per capita. La monnaie unique est le symbole de la convergence, de l'harmonie économique dans un pays ou dans un ensemble de pays. Pourquoi alors créer une monnaie unique alors que l'espace économique de la sous-région n'est pas encore harmonisé? Est-ce que l'éco ne va-t-elle pas subir le même sort que les francs CFA? Voilà donc la profondeur de cet article scientifique. Nous avons utilisé la théorie des jeux. C'est un article qui répond à ce questionnement. Est-ce une émanation politique ou une émanation économique? Mais la réponse vous a été donnée. Vous a été donnée. Et davantage, quand vous lirez, vous comprendrez. C'est la contribution de la science aux opérateurs politiques de la sous-région. Un autre article dans lequel moi-même j'ai été impliqué et sur lequel je voudrais revenir en quelques mots, c'est la problématique des leadership et des réformes institutionnelles. Mesdames et messieurs de la presse, le leadership est la fondation du progrès de l'humanité. Le leadership est la fondation de tous les changements possibles. Et que la voie des réformes institutionnelles n'est pas un boulevard. C'est un chemin plein d'embûches. Et qu'à ce titre-là, il était important que nous puissions examiner la complexité des relations entre les leaderships
et les réformes institutionnelles. Comment le leadership parvient-il à faciliter la réalisation des réformes institutionnelles, elles-mêmes indispensables au progrès économique et social? Voilà pourquoi, dans cet article, nous avons fait une analyse fouillée pour comprendre ce que c'est le leadership, quels sont les types de leadership qu'il y a, un leadership autoritaire, un leadership démocratique, un leadership transformationnel, j'en passe. Beaucoup de leadership, beaucoup de types de leadership pour pouvoir réaliser des réformes institutionnelles. Les réformes elles-mêmes constituent un challenge non de moindre, parce que d'une manière générale, les hommes sont réfractaires aux réformes. Les hommes n'aiment pas les réformes, mesdames et messieurs. C'est ça, quand on dit que les réformes mangent les réformateurs. Parce que les hommes sont opposés aux réformes. Voilà pourquoi il faut le leadership pour opérer les réformes. Et on vous donne quelques exemples dans ces livres. La bancarisation, par exemple. La bancarisation qui a permis à certaines personnes jouissant de la paix manuelle d'adresser des menaces de mort au ministre des Finances de l'époque. Mais la bancarisation a eu lieu et il a profité au bas peuple, pour lequel un prélèvement sur les salaires était opéré mensuellement et proprement. Mais en fin de compte, la bancarisation a eu lieu et elle a contribué à la stabilité du marché d'échange, tout simplement parce que les fonds prélevés mensuellement de près de 10 millions de dollars à chaque paye étaient déversés sur le marché d'échange en termes de demande de devises. Plusieurs autres réformes ont été opérées, notamment la réforme de l'administration publique, réformes telles que taxes sur la valeur ajoutée pour remplacer l'ICA, suffisamment de réformes. Et cet article de portée scientifique avait pour mission de démontrer que il faut un leadership de qualité pour pouvoir opérer des réformes institutionnelles appropriées et remettre un pays sur le chemin de la croissance durable, sur le chemin de la prospérité. Et donc, à contrario, mesdames et messieurs les journalistes, sans un leadership de qualité, on ne peut pas opérer des réformes institutionnelles. Et sans réformes institutionnelles, on ne peut pas opérer le progrès et la prospérité. Et là, c'est le rôle de Congo Challenge en tant qu'un cabinet de réflexion de pouvoir reprendre ce type d'articles. Vous avez, évidemment, les DG l'a dit ici, vous avez d'autres articles qui ont été repris, mais pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, nous avions l'obligation de vous donner la quintessence, ne fût-ce que de 3 articles parmi les 5 qui sont là, pour que vous compreniez la densité et la profondeur de nos réflexions au cours du 2e semestre 2020. Déjà, nous sommes en train de préparer, de travailler sur les articles qui devront être publiés au terme du 1er semestre 2021. C'est aussi l'occasion, mesdames et messieurs les journalistes, de vous inviter, de commencer à travailler, de passer quelques nuits pour produire aussi un article, de manière à ce que la prochaine fois qu'on vous invitera, on vous dira aussi, bon, parmi nos articles, il y a un journaliste qui a réfléchi. Je vous en prie, merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur.